Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bien comme un podcast dans lequel Éric-Olivier Boivin et moi-même, Évric Bouchard des Ruisseaux, tentons de mieux comprendre les enjeux environnementaux. Donc aujourd'hui, on était accompagné de Karine Dauphin, qui est directrice au regroupement des organismes de bassins versants du Québec. Donc, elle est venue nous parler un peu du rôle de l'eau, c'est quoi la situation de l'eau en ce moment au Québec, et bien plus encore. Fait qu'Éric, je te laisse faire un petit topo de notre rencontre avec Karine. Bon, ben, merci pour le relais, Évric, t'as fait ça comme un chef. Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, ce qu'on a appris, ben, il y a réellement un risque qu'on n'ait pas d'eau dans notre robinet, et il est toutefois amoindri par le rôle super clé des organismes de bassins versants du Québec, qui ont des rôles vraiment importants à jouer dans tout ce qui touche la gestion de l'eau. Fait qu'on a vraiment vu un petit peu c'est quoi la notion de gestion de l'eau, c'est qui les intervenants là-dedans au Québec, et puis on a aussi vu un petit peu c'est quoi le chemin de l'eau, son parcours, si tu veux, de A à Z, qu'est-ce qui fait en sorte que quand on ouvre le robinet, ben ça sort. Oui, fait que c'est super intéressant. Ça nous a permis de comprendre la ressource qu'est l'eau, qui est une ressource super importante. C'est la ressource la plus importante qu'on appelle l'or bleu. Ouais. Exact, l'or bleu. Ça nous a permis de comprendre elle vient de où, puis par quel chemin elle passe. Puis justement, c'est qui les personnes qui s'assurent qu'on n'en manque pas. Yes. Épisode super intéressant. Bonne écoute tout le monde. Bonne écoute. Avant de rentrer dans les détails de notre épisode, nous aimerions prendre un moment pour remercier nos partenaires. Urcé Café est la destination de choix pour tous les amateurs de café. Produit à partir de grains soigneusement choisis et torréfiés à 3800 pieds d'altitude, leur café saura vous charmer. En plus d'offrir un café d'exception, Urcé veille à la durabilité de ses pratiques agricoles ainsi qu'à la rémunération adéquate de tous les parties prenantes de sa chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle le café équitable. En bref, Urcé, c'est un goût incroyable et un choix responsable. Je vous invite donc à aller visiter leur site web et à utiliser notre code promotionnel BCP10 afin de bénéficier d'un rabais de 10% sur vos commandes en ligne. Merci Urcé et bonne dégustation. On est fiers de vous présenter notre partenaire Décapeur AC. Décapeur AC, entreprise de laquelle je suis l'heureux propriétaire, c'est une entreprise québécoise qui, depuis 1979, redonne vie aux meubles et armoires grâce à des techniques artisanales qui privilégient la restauration plutôt que le remplacement. La mission de Décapeur AC, réduire le gaspillage, prolonger la durée de vie des objets, puis contribuer à un mode de vie plus responsable. Et ça, c'est tous des valeurs qui concordent avec celles de Bien comme un podcast. Écoutez, on vous invite à aller visiter le site web de Décapeur AC au décapeur.com pour découvrir leur service puis voir comment vous aussi, vous pouvez faire un choix durable en matière d'aménagement et de mobilier dans votre espace de vie. Bonjour Karine Dauphin, bienvenue Bonjour. à Bien comme un podcast. Comment vas-tu? Ben ça va bien, merci. Ça va bien, super. Donc aujourd'hui, on veut aborder le sujet de l'eau. Comprendre son importance, son abondance aussi, et savoir, est-ce qu'on devrait économiser l'eau ou pas au Québec? Je peux répondre tout de suite? Non. Tantôt. Non, s'il vous plaît, non. On va garder un petit suspense quand même. Donc, avant de rentrer dans le sujet, je t'invite à te présenter et ensuite, on ira de l'avant. Donc, Karine Dauphin, comme vous l'avez mentionné, je suis actuellement directrice générale du ROBVQ, qui est le regroupement des organismes de bassins versants du Québec. C'est-à-dire je regroupe 40 organismes de bassins versants du Québec qui ont pour rôle d'assurer la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Okay. Donc, les 40 organismes de bassins versants recouvrent la totalité du Québec méridional. Donc, c'est-à-dire que tout notre Québec méridional, donc les bassins versants qui se jettent dans le Saint-Laurent, sont gérés par des organismes qui sont les organismes de bassins versants dont leur mandat est dans la loi sur l'eau, qui a été adoptée en 2009. Okay. La loi sur l'eau? Oui, je ne vous dirai pas le vrai nom, là, elle est très longue, mais on l'appelle la loi sur l'eau, 2009. Je ne savais même pas qu'il y avait une loi sur l'eau. Oui, puis donc ça définit effectivement notre propre gestion des ressources en eau au Québec, qui se fait par gestion intégrée et par bassin versant. Fait qu'avant qu'il y ait cette loi-là, la gestion de l'eau, ça se faisait de manière aléatoire? Ça se faisait pas par bassin versant. Ça se limitait au... On y reviendra, ça m'intéresse, la loi sur l'eau. Avant, juste pour se donner une meilleure idée de l'eau actuellement, c'est quoi sa répartition, comment elle est gérée, c'est quoi l'état de la situation de l'eau, en fait? C'est vrai qu'au Québec, on a quand même beaucoup d'eau. Là. Souvent, on le prend pour acquis, je pense. On le prend un peu pour acquis. On possède quand même 3% des ressources mondiales d'eau renouvelable. Ça, c'est de l'eau quand même douce? Beaucoup en eau douce, effectivement. Donc, on a quand même une très belle réserve. Ça recouvre à peu près 12% de notre territoire. Donc l'eau, c'est quand on le voit partout, l'eau. Hein. On est quand même chanceux. Là. Il y a énormément de rivières, de cours d'eau, de lacs. Donc on est très riche de ce côté-là. Donc c'est vrai qu'on prend facilement pour acquis que l'eau est abondante.
Mais c'est pas le cas partout dans le monde. Là. C'est pas le cas partout dans le monde, puis c'est pas le cas partout au Québec non plus. On commence à voir avec les effets des changements climatiques que l'eau, oui, on en a, mais finalement, l'eau disponible de bonne qualité, elle n'est pas souvent là non plus, surtout dans les périodes sèches l'été. Donc, Mais moi, c'est là que j'ai un hic. Là. Je pense que c'est une question de base pour commencer, mais comment c'est possible? On dit qu'on a 3% des réserves d'eau mondiale. Puis ça, je veux dire, on le sait, là, rien ne se crée, rien ne se perd, tout n'est qu'à transformer. Là. À part sous, l'eau, même s'il fait plus sec, là, elle est où? Elle est dans l'air sous forme gazeuse? Elle peut être stockée, soit dans des réserves d'eau, que ce soit dans les aquifères. Donc, elle peut être stockée, ou elle peut être évaporée. Et à ce moment-là, quand elle part en évaporation, elle peut partir ailleurs. Et du coup, on n'a pas les retombées directes des précipitations. Qui fait qu'on peut avoir un déséquilibre. Puis, notre eau, comme je dis, souvent on manque d'eau l'été. Là. Vous allez me dire que c'est la même quantité d'eau. Oui, c'est la même quantité d'eau, mais la façon dont on la gère fait qu'à un moment donné, on n'en a pas assez. L'eau, on le voit beaucoup, on a tendance... Des fois, j'aime pas trop le dire, mais je le dis quand même. Mais l'eau, souvent, c'est un peu la mal-aimée en matière de municipalité, en matière de foresterie. L'eau, à cause qu'on le prend pour acquis? Non, elle est vraiment drainée, l'eau. L'eau, on l'utilise... L'eau, souvent, c'est quelque chose qu'on veut enlever assez systématique des territoires. On le voit dans le milieu urbain, par exemple. Là. Il y a l'eau, elle ruisselle, puis elle ne peut pas s'infiltrer parce qu'on a beaucoup de surfaces qui sont imperméables. Dès qu'il pleut, au lieu de la stocker puis de l'utiliser plus tard quand il n'y en a plus, elle est complètement évacuée. Elle va dans le réseau d'égouts d'eau pluviale, puis hop, elle est rejetée directement à la rivière. Ça se fait beaucoup aussi, on peut le voir aussi en agriculture ou en foresterie. Il y a beaucoup de drainage qui fait que dès qu'il y a l'eau, elle est rejetée pratiquement systématique. Donc du coup, l'eau, il n'y en a plus à un moment donné, mais quand on en a besoin, c'est là où on peut se dire comment on peut faire pour stocker notre eau quand il y en a beaucoup, puis la réutiliser justement quand il n'y en a plus assez. Puis ça, c'est les milieux humides qui ont vraiment cette fonction-là. Les milieux humides, c'est vraiment un milieu naturel qui capte l'eau quand il y en a beaucoup. C'est comme une éponge, en fait, un milieu humide. Il y en a beaucoup, il la stocke. Et du coup, quand il y a moins d'eau, il la redistribue de façon assez... quand on a besoin, en fait, l'eau, elle est... Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement, un milieu humide. Donc, c'est pour ça, quand je parle de drainage, souvent, c'est les milieux humides, ils sont drainés. Donc, on a plus ces fonctions-là de milieu naturel qui font qu'il y a un stockage d'eau. Puis pourquoi les milieux naturels sont drainés? Pourquoi? À cause de l'activité humaine? Activité humaine, oui. Que ce soit, comme je dis, au niveau des municipalités. Quand on construit une maison, souvent, il faut un terrain sec aussi. Là. Donc, souvent, on a tendance à drainer l'eau. Puis c'est vrai que l'eau, des fois, c'est un peu la mal-aimée dans le sens où dès qu'il y en a, on fait en sorte qu'elle sorte le plus rapidement possible de notre territoire. Pour ça que là, ce que je vous parle, en fait, c'est le petit cycle de l'eau, là, à l'échelle d'une municipalité, par exemple, ou d'un bassin versant, versus le grand cycle de l'eau où là, on a vraiment... vraiment le grand cycle qu'on apprend à l'école, là, avec les montagnes, il pleut, donc après l'eau elle s'écoule dans les bassins versants, en surface. Il y a une partie qui percole puis qui va plus réalimenter les nappes d'eau souterraines. Puis à un moment donné, ça ressort dans les parties plus dans les lacs et les cours d'eau pour ensuite s'évaporer, même au niveau de la végétation aussi. Puis ça forme des nuages, puis ça retombe à un moment donné. Là. Donc ça, c'est le grand cycle de l'eau. Mais là, dont je vous parle, c'est le petit cycle de l'eau qui a toute son importance aussi dans la quantité d'eau présente qu'on a besoin. Et c'est assez nouveau de repenser bassin versant. Quand je parle de la loi sur l'eau, c'est 2009, mais on a commencé à en parler un petit peu avant 2000, où là, on disait, finalement, l'eau, ça se gère à l'échelle d'un bassin versant. Dans les parties hautes, ça draine sur les pentes, puis ça va rejoindre ensuite les cours d'eau jusqu'à atteindre ensuite Quand on dit bassin versant, un bassin versant, concrètement, c'est quoi? C'est une superficie sur laquelle toute l'eau qui tombe dans cette superficie-là, elle est drainée vers un exutoire de cours d'eau. Donc, c'est pour ça que l'eau, au Québec, on ne la gère pas seulement dans l'eau qu'on voit donc dans les rivières, mais on gère l'ensemble du bassin versant, parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir gérer cette quantité d'eau-là de l'amont vers l'aval. Parce que tout ce qu'on va utiliser en amont d'un bassin versant, donc dans les parties hautes, qui descend ensuite vers la partie aval,
toute la gestion qu'on en fait en amont, elle a un impact en aval. Si on a une grosse industrie en amont qui pompe beaucoup d'eau, c'est vraiment... c'est effectif, là, c'est pas quelque chose que je connais, là, mais si on pompe beaucoup d'eau en amont, on s'entend qu'en aval, il y aura moins d'eau. Nécessairement. Exactement. Puis à l'inverse, si on draine beaucoup les terres en amont, on s'entend qu'en aval, on va avoir énormément d'eau sur une courte période de temps parce que l'eau va être drainée très rapidement. Parce qu'on soutire l'eau des terrains, admettons, puis on vient disons qu'elle est retournée directement vers les cours d'eau. Tu as moins l'effet d'éponge, donc ça prend moins de temps à ton eau de passer du début jusqu'à la fin. Exactement, de ton parce système. que ça la capte. Au lieu de que nous, on draine. Du coup, l'eau, elle s'en va très rapidement dans les cours d'eau en même temps. Qui fait que c'est à cette période-là aussi qu'on peut avoir des inondations intenses, parce que l'eau, elle arrive d'un coup là, quand il pleut. Qui fait que, par contre, en période de sécheresse, on n'a plus d'eau, dans le sens où on n'a pas réussi à stocker cette eau-là. On l'a vraiment fait en sorte qu'elle s'en aille le plus rapidement possible vers l'aval. Okay. Donc, c'est toute cette gestion-là. On parle d'aménagement du territoire, là, beaucoup. Ça, c'est les MRC qui ont le... Fait que ça a un impact direct sur, justement, la gestion de l'eau et à quel point on en a. Exactement. Parce que nous... Par exemple, l'été, en période de sécheresse, on a une quantité d'eau. Au début de la sécheresse, on va avoir de l'eau qui descend, parfait. Mais là, si on n'a pas assez la capacité d'éponge, de retenir l'eau, bien là, on a notre eau, on la consomme, puis après, elle est partie dans le fleuve, par exemple, et là, on n'en a plus en haut. Exact. Donc là, on est rendu qu'on n'a plus d'eau sur laquelle qu'on peut consommer. C'est ça. Donc, puis avec les changements climatiques, on s'attend aussi à avoir moins d'eau, à avoir des températures plus importantes, qui fait qu'on a une évaporation plus importante. Donc, on aura moins de parties. Oui, c'est ça. Moins de parties dans lesquelles on pourra stocker cette eau. Puis avec les températures de 30 et quelques, c'est sûr que l'eau, elle s'évapore assez rapidement. C'est ça. Fait que le lien entre les réchauffements climatiques puis justement l'eau, qu'on va avoir moins de quantité, c'est vraiment le fait que l'eau reste, comme on a parlé tantôt, je veux dire, elle disparaît pas, mais elle change de forme. Donc, nécessairement, dans les cours d'eau dans lesquels on va s'approvisionner, là, il va en avoir moins. Oui, exact. OK, c'est ça. OK. Puis ça, les changements climatiques, on va avoir des événements qui vont être plus extrêmes. Donc, à un moment donné, on va avoir beaucoup plus d'eau que la normale. Exemple, des pluies torrentielles. Des pluies torrentielles. Il va donc falloir réfléchir si on ne veut pas avoir d'inondation avec ces grandes quantités d'eau, il va falloir réfléchir à, du coup, comment on va la stocker, cette eau-là. Sachant que on va avoir aussi des périodes plus sèches. Ouais. Ça va être d'utiliser cet excès d'eau pendant qu'on va en avoir besoin aussi l'été, par exemple. Ou en fin d'été. OK. Okay. Parce qu'à la fin de l'été, ça va être plus sec, c'est ça? Oui. OK, c'est ça. C'est ce qu'on parle, tu sais, dans les cours d'eau, là, en été, on va avoir un niveau qui est le plus bas, ça s'appelle l'étiage. Tu sais, quand on parle d'étiage, ça veut dire que c'est un niveau très bas d'eau. Donc, à un moment donné, il nous faut de l'eau, là, tu sais, surtout avec les changements climatiques, on va avoir... l'agriculture, c'est sûr qu'il va falloir de l'irrigation aussi, beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à si on veut pouvoir irriguer nos terres agricoles, il va falloir avoir de l'eau. Donc, il va falloir qu'on pense à... Puis irriguer, ça veut dire quoi concrètement? Irriguer, c'est arroser les différents types de cultures. Okay. Donc, l'irrigation, c'est apporter de l'eau aux cultures. OK. Donc, il y a différents systèmes, là, mais souvent, c'est des systèmes... Je ne sais pas si vous avez vu ça le long des routes. Il y en a dans la MRC de c'est, mettons, sur deux grandes perches. Là, qui... Oui, exact. Ouais, le long, sur les deux côtés d'un tracteur. Exact, exact. Ouais. OK, c'est ça. OK. Et là, tu sais, moi, de mon point de vue de consommateur d'eau, citoyen de la Ville de Québec, ça m'est jamais arrivé d'ouvrir le robinet et qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe. Pareil. Je sais qu'il y a déjà eu des périodes où est-ce que la ville demandait d'arrêter d'arroser l'asphalte, chose qu'on devrait, en tout cas à mon avis, jamais faire. Mais ils ont aussi déjà dit arrêtez d'arroser le gazon, tout ça. Mais ça m'est jamais arrivé de manquer d'eau. Exact. Pourquoi? C'est grâce à qui? Puis c'est quoi qui nous assure un approvisionnement d'eau constant? Comme je dis, c'est une gestion. Je sais pas si la gestion qui est inscrite dans la loi sur l'eau au Québec, là, c'est la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. C'est s'assurer de pouvoir penser de façon intégrée, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des usages ou des usagers puissent discuter ensemble pour éviter les conflits d'usage, pour que l'eau soit disponible pour tout type d'usage. Donc, ça va être en sorte de faire... De prendre conscience que chaque usage doit apporter
une façon d'utiliser son eau pour que l'eau puisse servir à d'autres personnes aussi, là. Et donc, les organismes de bassin versant ont dans leur mandat de réaliser justement des échanges grâce à une table de concertation, un processus de concertation que eux coordonnent, les OBV, qui fait en sorte que l'ensemble des usagers, ils discutent, puis ils sont au courant de c'est quoi l'état de nos ressources dans le bassin versant pour voir à quelle période on peut en utiliser le plus, sur du long terme, à quoi il faut s'attendre aussi, là. Donc, ça sert aussi aux différents usagers de prendre conscience puis de mettre en œuvre justement des dispositifs qui font que l'utilisation de l'eau, à certaines périodes de l'année, on sait qu'il y a tous les usagers qui l'avaient en été. Là, il va y avoir l'irrigation. Il y a les usagers avec les piscines qui remplissent... Tu sais, à un moment donné, tout le monde a besoin d'eau. Ouais. Donc, c'est s'assurer que peut-être que faire c'est de prendre conscience qu'il faut consommer moins et surtout, c'est de limiter la surconsommation. Là, comme au Québec, on est les champions en surconsommation. Là. Donc, c'est consommer de façon raisonnable aussi. Là. Donc, moi, ce que j'en retiens, c'est que le fait que quand j'ouvre mon robinet, l'eau, elle coule puis elle arrête pas de couler, c'est le fait qu'il y a des gens dont leur rôle en amont, c'est de s'assurer que justement, ils font une gestion dynamique de notre eau au Québec pour que ça coule de mon robinet sans arrêt. Oui, puis c'est sûr. C'est réfléchi en amont, là. De plus en plus. OK. De plus en plus parce qu'on commence à avoir des contraintes supplémentaires. Exact. Là, on le voit beaucoup. Je parle du milieu agricole parce que c'est eux aussi qui consomment le plus. Non, pas forcément. Okay. Non, c'est pas en agriculture, c'est nous, les citoyens, qui consommons le plus. 60% quand même du réseau. Combien? Là. 60% de consommation, là, c'est le résidentiel, 60%. L'agriculture, c'est pas beaucoup même. Au Québec. Là, c'est, je crois que 10-15%. Là, c'est pas énorme. Je parle de l'agriculture parce qu'eux, ils vont avoir besoin d'arroser, puis c'est notre garde-manger. Là. On en a absolument besoin de l'agriculture. Là. Ouais. Donc, je ne sais plus sur quoi on parlait. On est parti de... Pourquoi je vous parlais de l'agriculture? Ouais, je sais plus trop. Mais moi, ça m'intéressait l'idée de... dans nos foyers, on consomme 60% de l'entièreté de l'eau qui est consommée. Qui sort de l'aqueduc, Qui sort de l'aqueduc. Ah ouais? 60%. Okay. C'est quoi? C'est-tu nos douches ou c'est quoi dans notre maison qui consomme le plus d'eau? C'est ça. Il y a les douches, il y a les toilettes. La vaisselle. La vaisselle, exact. Il y a la vaisselle, il y a le linge aussi. Ouais. OK. 60%, c'est... La cuisine. Okay, c'est combien de litres d'eau, mettons? Moi, en moyenne, un Québécois va consommer dans une journée ou dans c'est une 200, année? Au Québec, c'est en moyenne. Là, je parle parce qu'il y a tellement de chiffres qui diffèrent un peu. Ça va environ 250 litres d'eau par personne. Okay. La moyenne mondiale, c'est 150 litres à peu près. Fait qu'on est presque 2 fois au-dessus. Ouais. OK. On consomme 2 fois plus d'eau que... Pourquoi? Parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure. Elle n'est pas gratuite. C'est le système qui fait que... Parce que l'eau, en fait, au Québec, là, ce qu'on paye via nos taxes municipales, c'est tout ce qui est relié à son extraction, à l'épuration, enfin au traitement, à la distribution et à l'épuration. Okay. Donc, nous, notre facture... Sur les taxes, ça sert essentiellement à ça. Donc, on ne paye pas, finalement, l'eau en tant que telle. On paye juste le fait qu'elle soit potable pour nous. Là. Ouais. Mais on la paye. Et c'est ça qui est un petit peu... qui est un peu dur. C'est que... On le voit pas. Il y a même 50% des gens, ils ne savent même pas que c'est sur leur taxe, le fait que... le mot, je viens de l'apprendre. Bon, il faut regarder son compte de taxes. Puis il y a vraiment une ligne égout puis une ligne traitement. Donc, c'est vraiment le traitement. Donc, c'est faire en sorte qu'elle soit potable pour qu'on puisse ouvrir le robinet, qu'elle soit potable. Mais il y a ensuite son épuration. Donc, faire en sorte que quand on la rejette dans le milieu naturel, elle soit plus... c'est sûr qu'elle ne va pas être potable, mais au moins que... Elle génère le moins possible d'impact quand elle est remise dans son milieu naturel. Puis, oui, on paye l'eau avec notre compte de taxes. Par contre, c'est un frais qui est global. C'est pas en fonction de notre consommation d'eau. Exactement. Tout le monde paye la même chose. Personne n'a d'incitatif à diminuer sa consommation d'eau. On le voit avec certains pays européens. Là, c'est sûr qu'eux, ils consomment moins. Parce qu'il y a des compteurs d'eau qui font que c'est payé au mètre cube. Okay? Dans chaque domicile, mettons? Dans chaque domicile. Ouais. Qui fait que, c'est sûr qu'on ne veut jamais trop payer. Quand tu payes pour quelque chose que tu consommes, tu fais plus attention. Voilà. Parce que nous, c'est ça. Moi, je trouve qu'au Québec, là, on a un avantage de ce côté-là dans le sens où
on part du principe que l'eau, c'est collectif. C'est pas imaginable de faire payer quelque chose pour... Tu sais, l'eau, c'est vital pour la vie. Là. Ouais. Donc, je comprends le fait qu'on peut pas payer quelque chose qui... Ça fait en sorte que... Mais je veux dire, on paye notre nourriture quand même. Donc, moi, ce point-là, de ce je le trouve côté-là, moins valable. mais l'eau, c'est... Bon, oui, elle est traitée et tout, là, mais effectivement, on peut parler aussi de la même chose de la nourriture, là, mais... On a quand même, je trouve que c'est bien pensé, mais après, c'est sûr qu'on a de la surconsommation parce qu'on sait même, sait pas. Moi, je sais même pas la quantité d'eau que je consomme. Là. Je sais que je paye un montant qui est prélevé sur mon compte de taxes, mais je sais pas pour quelle quantité. Donc, puis nous au Québec, en plus, c'est ça. Pour nous, c'est acquis d'avoir de l'eau. Et si on fait avantage, etc., ou inconvénient, là, c'est sûr que le fait de faire payer l'eau, je parle de la France, là, parce que je connais un petit peu leur système à eux, ben, ils utilisent ce financement qui est payé donc par les citoyens qui consomment de l'eau. Donc, ils utilisent ce financement-là pour payer des actions et améliorer, qui est redistribué pour faire des actions dans le but d'améliorer la qualité et la quantité d'eau. Donc, notamment en France, ils prennent de l'eau pour une consommation et la réinvestissent pour améliorer ensuite l'environnement, en tout cas la qualité de l'eau. C'est l'eau qui paye l'eau, finalement. Nous, au Québec, on ne l'a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de financement. Je vais en revenir à la suite, parce qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée il n'y a pas longtemps. Mais le système de l'eau paye l'eau, on ne l'avait pas au Québec. Qui fait que, donc, c'est l'État, c'est nos taxes provinciales et fédérales qui fait que on finance certaines actions qui sont reliées à l'eau, par exemple l'amélioration des systèmes d'aqueduc dans les municipalités pour limiter les fuites, ça vient de nos impôts plus que des taxes municipales, par exemple. Donc, c'est un système plus public, plus social, mettons. Tandis que en France, mettons, c'est des taxes sur l'eau qui vont repayer des actions qui sont reliées à l'eau. Puis au Québec, nous, il y a le Fonds bleu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est un fonds... mais sans plus. C'est un fonds qui est alimenté par la consommation d'eau, par les entreprises. OK. Donc, c'est des redevances qui sont payées par les entreprises. Donc, c'est nouveau. Hein. Donc, c'est un fonds qui est le Fonds bleu, donc qui est alimenté par du prélèvement d'eau. Un certain pourcentage de la consommation d'eau par les entreprises qui vont dans ce fonds-ci et qui, là, pour le coup, vont financer des actions qui sont reliées à l'eau. Donc, on arrive un petit peu à retrouver des façons de faire qui proviennent de l'Europe, là, qui fait que, au moins, on a un fonds dédié. Oui, c'est un peu comme la taxe carbone, justement, avec les émissions. Exact. Ça donne un certain montant, puis là, après, ça peut être utilisé pour subventionner des initiatives dans ce sens-là. Puis ça, c'est propre aux entreprises? C'est seulement les entreprises qui vont pitcher? C'est les entreprises, oui. Ils sont obligés de payer, dans le fond. Puis c'est ça, moi, je travaille dans le domaine agroalimentaire, puis je sais que les industries, quand la quantité d'eau qu'ils consomment, ils payent leur consommation d'eau, là. Ça, c'est vraiment, encore une fois, du moment que tu es une entreprise, tu payes ton eau? Je me rappelle plus des chiffres, je m'excuse. Il faut avoir un seuil de consommation. Ah, c'est ça, OK. Il faut consommer plus que. OK. Et là, on est assujetti ensuite. Donc là, les industries, elles, payent des redevances sur l'eau qu'elles consomment. Nous, en tant qu'individus au Québec, on ne paye pas l'eau qu'on consomme. L'incitatif de faire payer l'eau, ça serait de réduire la quantité d'eau qu'on consomme. Mais peut-être que la raison pourquoi on le fait pas au Québec, c'est parce qu'on n'a pas besoin de réduire notre consommation d'eau. Mais il y a tout un système à mettre en place. Hein. Il y a les fameux compteurs d'eau, là. Ouais. Donc, c'est déjà un investissement à faire. Puis de deux, comme je disais, on n'est pas dans cette mentalité-là au Québec. Mais c'est-tu un risque qui nous guette vraiment de ne plus avoir d'eau? Certaines périodes de l'année, oui. Il y a déjà des agriculteurs là, qui font venir des citernes d'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour alimenter le bétail. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc oui, il y a un réel enjeu de manque d'eau à certaines périodes de l'année. Il y a des municipalités qui demandent aux citoyens de réduire leur consommation l'été. Là. Puis nous, est-ce qu'on est avantageux de par le fait qu'on est un pays plus dans le nord, donc les températures sont plus clémentes, donc peut-être moins d'évaporation, versus des pays plus au sud? Ah oui, non, c'est sûr. Nous, mais avec les changements climatiques, on va quand même... Là, avec les changements climatiques, on le subit. Il y a les nombres de jours
pour lesquels la température va être supérieure à 30 degrés, là, ça va être de plus en plus. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que ça peut arriver, c'est pas un risque très élevé pour nous. En diminuant légèrement notre consommation d'eau pendant les périodes plus charnières, on s'en sort habituellement. On peut s'en sortir, oui. Ça serait très surprenant qu'on ouvre le robinet et qu'il n'y ait pas d'eau qui coule. Je peux pas dire. Ça l'arrive-tu? Est-ce que ça l'arrive dans certaines populations ou certaines circonscriptions? Des restrictions d'eau, oui. Restrictions, mais qu'il y a des pénuries d'eau carrément, est-ce que ça l'arrive? Je sais pas. OK. Au Québec, là, je sais pas s'il y a vraiment au niveau du citoyen. Là. Je sais qu'au niveau agricole, oui. Ils font vraiment venir des citernes, là. Donc, c'est quand même... c'est plus d'eau, j'imagine, aussi, là, qu'une personne, mais... Ça sonne l'alarme. C'est une sonnette d'alarme quand même, là. Mais si on veut diminuer ce risque-là, c'est sûr qu'il faut travailler maintenant. Et c'est pour ça qu'on fait de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. C'est vraiment faire en sorte de réfléchir tous ensemble à faire en sorte qu'on n'ait pas ces enjeux-là par la suite. Oui, dans 20 ans ou dans 30 ans. C'est ça, là, c'est tout de suite qu'il faut agir. Faut pas attendre de frapper le mur, là. Ouais. Exact. Puis prendre conscience de moins consommer. C'est facile de moins consommer, là. Okay. Puis avec le développement aussi, les sols sont plus perméables, donc il y a moins de rétention d'eau. Donc ça peut être un risque aussi. Ça, il y a des projets qui se font beaucoup avec des municipalités là, qui font en sorte que, au lieu effectivement d'avoir des surfaces très imperméables, il y a des nouvelles surfaces. Là, par exemple, sur les stationnements, il y a des municipalités qui ont reconstruit des stationnements avec des sections pour lesquelles il y a une infiltration d'eau. Okay. Chez les citoyens, il y a les fameux jardins de pluie aussi. Donc, l'eau qui ruisselle sur les toits, au lieu d'aller directement dans le réseau d'eau pluviale, souvent, on fait atterrir la gouttière dans un petit jardin d'eau qu'on appelle. Donc, ils stockent l'eau. Ils peuvent en plus l'utiliser pour arroser par la suite. Au lieu d'utiliser de l'eau potable, c'est faire en sorte qu'il y ait les barils eau-pluie aussi. Là, c'est des gros barils qu'on met en dessous les gouttières, qui fait que quand il pleut, l'eau, au lieu qu'elle parte directement dans le réseau d'eau pluviale, elle est stockée dans un baril qu'on utilise ensuite pour arroser nos plantes. Donc, comme ça, on n'utilise pas l'eau. Puis ça fait super bien. Hein. Il y a un oncle à ma blonde qui a ça. Puis tout l'été, il a été en mesure d'arroser son jardin. C'est rien, hein? Non, c'est rien. C'est pas compliqué à avoir, c'est pas compliqué à construire, puis tu peux arroser tout l'été ton jardin avec ça. Exact. C'est une belle option. Ouais. Mais moi, c'est peut-être mon côté super rationnel puis ingénieur, mais tu sais, on parle de... faut essayer de diminuer notre consommation d'eau, mais un des éléments de base, c'est pour être capable de s'améliorer, c'est de définir un point de départ, puis idéalement de le mesurer. Tandis que là, c'est ça que je trouve un peu spécial, de se dire on peut s'améliorer, mais on serait jamais vraiment capable de mesurer, considérant qu'on n'a pas, mettons, de compteur d'eau à l'entrée de la maison. Fait que, tu sais, je trouve ça dur de dire, mettons, moi, en tant que consommateur, là, améliore-toi, diminue ta consommation d'eau. OK, mais mettons, on a un épisode sur la nourriture, consommation de nourriture. OK, parfait, tu sais, je peux quand même le noter sur ma facture d'épicerie, tu sais, je fais moins de gaspillage, peut-être qu'elle va diminuer. Mais là, ma consommation d'eau, là, c'est dur à juger, là, à quel point. C'est dur à juger, mais c'est facile c'est des gestes qu'on doit prendre, qu'on doit utiliser. Donc, changer nos habitudes donc aussi. C'est assez facile dans le sens où, quand tu te laves les dents, tu peux être certain que tu utilises moins d'eau quand tu fermes ton robinet. Que si tu laisses couler pendant 2 minutes. Que si tu laisses couler. Ouais. C'est sûr que tu consommes moins d'eau. Si tu prends 5-10 minutes de douche, 5 minutes de douche versus un bain. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu utilises moins d'eau si tu utilises de l'eau récupérée de pluie pour arroser ton jardin plutôt que d'utiliser ton eau potable. Ouais. C'est sûr que tu utilises moins d'eau quand tu fais ta vaisselle, mettons, que tu fermes le robinet entre la partie où tu laves et la partie où tu rinces. C'est des gestes. Je comprends qu'il n'y a pas un chiffre, mais c'est sûr qu'au bout du compte, tu vas utiliser moins d'eau. Puis l'objectif aussi, c'est que c'est collectif, hein, le fait de d'éviter la surconsommation. C'est sûr, si c'est une personne qui le fait dans mais là, c'est ça. Là, c'est quoi ton incitatif? Parce que lui qui en consomme 8 fois plus que moi, la même facture que moi. Ouais, mais c'est ça. C'est collectif. Donc, faut que tout le monde s'y mette. C'est ça. D'où l'importance de sensibiliser à justement avoir ces gestes concrets-là. C'est que tout le monde doit le faire.
Puis après, le consommateur, lui, tu sais, on se fait tellement demander de choses, il faut réduire à plein de niveaux, changer nos habitudes de vie. Ouais. Fait que là, à un moment donné, en tant que consommateur, il faut faire des choix. Il faut se dire, bon, ben, est-ce que je priorise de faire plus de covoiturage ou prendre mon vélo, ou j'essaie de diminuer ma consommation d'eau? Ça se fait en même temps, mais des fois, c'est ça, il y a des choix à faire, il faut voir. Mais c'est vrai que c'est pas compliqué, là, fermer le robinet quand on se brosse les dents. C'est une habitude en réalité, là. C'est juste de changer un peu nos habitudes. Exact. Puis, en fait, comme je vous dis, il faut prendre conscience qu'on peut manquer d'eau. De toute façon, il faut penser à long terme. Les périodes chaudes de l'été. Il y a les changements climatiques, donc il faut prendre ça en compte aussi. Là. Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire aussi. Là, puis c'est ça, l'eau est tellement pris pour acquis au Québec. J'aimerais ça savoir un peu ailleurs dans le monde, c'est quoi la situation de l'eau, puis peut-être nous parler d'un pays où est-ce qu'ils n'ont pas d'eau, c'est quoi qu'ils font? Puis... les États-Unis en Californie, il ne faut pas aller loin. En Californie, ils ont des grosses pénuries d'eau aussi. Là. Puis dans ce temps-là, comment ils gèrent ça? Est-ce qu'ils ont de l'aide de l'externe? Ou ils ont carrément plus d'eau, ils peuvent plus boire? Ou... Non, ils vont venir de l'eau d'ailleurs. Là, comme, OK, ils l'importent de d'autres États. Ils commandent de l'eau au Québec. Ah ouais. Non, mais sérieusement, fait que, mettons, on prend la Californie comme exemple. Fait que je sais pas, pendant une semaine ou deux, la Californie, il manque d'eau. Puis ça, c'est dû à quoi? Mettons qu'on regarde l'historique, là. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au jour J, ils n'ont plus d'eau? Ça veut dire que justement, il y a peut-être une période de sécheresse pendant quelques jours, quelques semaines. C'est grosse période de sécheresse, puis aussi surconsommation d'eau. Surconsommation d'eau. Donc, ils ont beaucoup de Donc, les réserves, par exemple, de ce que j'ai compris, est-ce que les bassins versants se sont vidés, mettons? C'est un peu... il y a moins d'eau qui tombe, donc c'est sûr qu'à un moment donné, les réserves d'eau diminuent. Il y a moins d'eau. C'est ça. Plus si on la consomme sans diminuer notre consommation pendant ces périodes-là, c'est sûr qu'il va y en avoir moins. C'est ça. Fait que si t'es un Californien, si t'es un Américain en Californie pendant cette période-là, tu dois carrément te déplacer à un endroit pour aller chercher de l'eau puis pouvoir boire et combler un besoin essentiel là, pour ta survie. Ça se fait au niveau municipal là, pour qu'ils s'assurent d'avoir de l'eau robinet, là, mais c'est critique. Là. OK, fait que c'est les municipalités qui importent de l'eau, ils mettent ça dans le réseau d'aqueduc pour s'assurer. Je sais pas comment ils gèrent vraiment concrètement, là, mais c'est sûr que c'est à l'échelle de la municipalité. Là. OK. Puis moi, j'ai entendu, c'est mon père qui m'a parlé de ça, là, mais je sais pas à quel point tu connaissais, mais ça a l'air que justement, on a épuisé les réserves d'eau, notamment dans des coins de pays tels que la Californie ou la Floride. On a épuisé l'eau dans les nappes phréatiques. Puis ça fait en sorte qu'on les a vidées. Puis historiquement, ça permettait d'assurer une certaine solidité, rigidité structurelle. Mais là, on a bâti des maisons là-dessus. Puis vu qu'on a vidé les nappes phréatiques, les maisons, c'est un peu rendu comme un fromage gruyère, là, dans le fond. Là, mettons l'État de la Floride. Là. C'est vide en dessous parce qu'on a épuisé l'eau. Puis là, les maisons qui sont à risque de tomber, s'effondrer. Ça dit quelque chose? C'est quelque chose qui arrive couramment maintenant? Oui, ça dépend du sous-sol, là, mais c'est pareil. Quand le sous-sol aussi, c'est du... J'ai perdu le mot. C'est de l'argile? Ou... de l'argile, par exemple. Tu sais, l'argile, c'est vraiment c'est comme un millefeuille, l'argile. Hein. C'est des couches qui sont les unes sur les autres. Strates, exactement. Donc, souvent, c'est des périodes humides qui font en sorte que ça gonfle. Les couches, les couches, elles gonflent. Ensuite, c'est une période de sécheresse qui fait que ça dégonfle, qui fait que ça devient instable. Okay. Et à un moment donné, c'est les couches qui glissent. On voit beaucoup ça dans les glissements de terrain. C'est ce qui se passe. C'est vraiment c'est comme le... Moi, j'ai vraiment l'image du gâteau. Là, ouais. Mais c'est vraiment, à un moment donné, ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle. Donc, du coup, ça fait en sorte que les couches entre elles ont tendance à glisser, puis à un moment donné, ça part. Ça fait des grandes... Il y en a au Québec. Hein. À Nicolet, en 1955, là, si vous allez voir dans les archives, là, c'est incroyable. Puis ça, c'est le fait... Qu'est-ce qui peut causer ça? Ça, c'est les sécheresses qu'on va avoir de plus en plus. Donc, c'est vraiment les périodes, puis ça va aller avec les extrêmes qu'on a actuellement, qu'on va avoir avec les changements climatiques. C'est les extrêmes qu'on va avoir avec un surplus d'eau par moment dans l'année, puis on va en avoir moins dans d'autres, qui fait que on va avoir ce phénomène qui vont à... Grande variation. Ouais. Puis oui, après, c'est ça. Il y a des maisons, effectivement, qui ont été construites sur des sous-sols qui avaient une certaine rigidité à une certaine époque. Ouais. Mais c'est sûr qu'avec les sécheresses, etc., la rigidité va être différente, qui fait qu'on va avoir des problèmes avec les maisons aussi. Là. Puis Eric, tu as apporté un point intéressant aussi, là, le concept de nappe phréatique. Ça, c'est de l'eau souterraine qui est pure et potable. C'est de l'eau douce, dans le fond, qui est potable. Oui. Ça dépend où on est. Là. Ça peut être aussi un peu salé, là, comme on voit dans
Vers le lac Saint-Pierre, là. Avant, c'était une mer, la mer de Champlain. C'est où ça? Lac Saint-Pierre, Trois-Rivières. OK. Bon, le lac Saint-Pierre, c'est l'élargissement du Saint-Laurent, OK. juste en amont de Trois-Rivières. OK. Avant, ici, c'était la mer de Champlain. Donc, qui dit mer, c'était salé. Ouais. Qui fait que dans les sous-sols, on a du sel. OK. Donc, les municipalités qui sont au bord du lac, ils ne peuvent pas utiliser l'eau souterraine parce que l'eau souterraine est salée, étant donné qu'avant, c'était une mer. Donc, eux, ils n'ont pas le choix d'utiliser l'eau de surface. Donc là, ça crée une consommation d'eau de surface qui doit être donc disponible puis qui doit être de bonne qualité aussi. Donc, ils dépendent des eaux de surface parce que l'eau souterraine, puis ça fait longtemps cette eau-là. Tu sais, il y a des fois, l'eau souterraine, c'est très, très long avant de la renouveler, là. Puis là, elle est dans un sous-sol pour lequel il y a des concentrations de sel, donc elle est non consommable au final, là. Donc, le fleuve Saint-Laurent, il fut un temps où c'était un océan? C'était la mer de Champlain. La mer de Champlain? Oui. Ah, ouais. Mais typiquement, si on revient aux nappes phréatiques, typiquement, c'est de l'eau douce qui est... C'est de l'eau douce. OK. Okay. Et là, typiquement. sauf quelques exceptions. Mais si on vient puiser cette eau-là des nappes phréatiques, dans notre cas, bon, c'est peut-être pas si peu, ça va dans le fleuve, évaporation, ça remonte dans nos bassins versants, mais est-ce que dans certains cas où est-ce qu'il y a des océans à proximité, on pourrait sortir l'eau des nappes phréatiques, que ça parte dans l'océan et qu'on retrouve plus cette eau douce-là? Est-ce que ça prend beaucoup de temps à se renouveler? Ça dépend. Ça, c'est un problème, effectivement, de surconsommation de la nappe pour lesquels l'alimentation de la nappe ça peut se faire sur des milliers d'années. Donc, si on peut prendre beaucoup d'eau d'une nappe, ça peut être très, très long avant que cette eau-là soit renouvelée. Ça, c'est un enjeu. Et l'enjeu de la salinité, c'est l'enjeu où il peut y avoir une consommation de l'eau de mer qui rentre dans les nappes, dans le continent aussi. Donc ça peut être aussi un enjeu. On peut le voir justement vers le Golfe, où il y a l'eau salée qui vient contaminer l'eau des nappes. Okay. Et ça, l'eau salée, il existe des procédés par osmose pour enlever le sel de l'eau, mais en ce moment, est-ce que c'est viable comme c'est très cher et ça demande énormément d'énergie. C'est le problème de l'énergie aussi. Mais moi, c'est ça, si je dis, moi, je suis super radical, puis je me dis, pas grave si on manque d'eau douce. Si les océans, il y a juste ça, on appelle ça la planète bleue. Mais c'est viable, ma réflexion, dans le sens qu'au pire, je sais pas c'est quoi le mot, là, on enlève le sel de l'eau de mer, puis bam, on a de l'eau douce à volonté. Ouais, c'est un procédé qui est vraiment pas simple. C'est pas du tout une solution viable, surtout sur du long terme. Il faut pas penser solution chimique ou physique. Il faut vraiment pas passer comme ça. Et la gestion intégrée de l'eau par bassin versant au Québec, c'est fait justement pour travailler en amont et faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de ces procédés-là. Qui sont des procédés qui coûtent de toute façon cher. Puis comme je dis, en termes énergétiques, là, c'est n'importe quoi, là. Ouais. Il y a des pays qui n'ont pas le choix, effectivement, mais nous, avec notre quantité d'eau, on doit être capable de pouvoir gérer notre eau en amont pour qu'on n'ait pas besoin d'utiliser ces procédés-là. Puis notre loi sur l'eau, elle est là pour nous appuyer dans cette façon de faire. Donc on est quand même chanceux au Québec d'avoir une loi qui nous permet de le faire. OK. Bon, mais qu'est-ce qui fait en sorte que la loi sur l'eau, là, je sais pas si ça a un lien, mais pourquoi la loi sur l'eau n'a pas empêché Olivier Primo d'acheter des milliards de litres d'eau? Ouais, la loi sur l'eau, parce qu'il y a différentes lois, là. OK. Et la loi sur l'eau, c'est un processus qui fait qu'on doit gérer l'eau de cette façon, mais ça ne dicte pas le fait qu'on puisse utiliser l'eau comme ça, là. OK, mais là, mettons, si on prend, parce qu'on en parle beaucoup dans l'actualité, justement, Olivier Primo, qui est un investisseur privé qui a pu acquérir des réserves d'eau de volume assez impressionnant pour, je pense, quelque chose comme 8 millions de dollars. Est-ce que c'est normal que une partie privée, puisse acquérir autant d'eau? Ben, c'est sûr que la privatisation peut avoir des aspects négatifs parce que, du coup, l'eau devient une entité marchande qui fait que ça peut créer de l'accès qui n'est pas équitable du tout, là. C'est sujet à l'offre et la demande, rendu là. C'est ça. Donc, c'est sûr que il y a ces inconvénients-là qui fait que ça, c'est négatif dans le sens où
nous, au Québec, c'est ça. La loi sur l'eau mentionne que l'eau est un bien qui appartient à tout le monde et qui doit... que tout le monde puisse avoir accès à cette eau-là de façon équitable. OK. Ça, c'est très important au Québec. Bon, après, effectivement, il y a des parties pour lesquelles on peut acheter des sections et on peut extraire l'eau, là, mais il ne faut pas dire que c'est aussi simple que ça non plus, parce qu'il y a quand même des lois qui dictent des façons de faire avec des redevances aussi. Donc, tu sais, faut pas dire non plus que c'est si simple que ça. Là. Le préleveur d'eau doit se conformer quand même, là. Mais c'est sûr que ça peut créer de l'inégalité par la suite, là, parce que si on doit payer notre eau, c'est sûr que c'est... Mais c'est ça. Quand on en a déjà autant que ça au Québec... Mais est-ce que le worst case scenario, là, est-ce que ça serait plausible que Olivier Primo il part sur une lancée et il se dit j'achète toutes les sources d'eau potable au Québec? C'est-tu possible légalement ou... Je sais pas. Parce que tu sais, je pense que c'est un peu ça qui fait peur d'avoir ça, que quelqu'un peut juste acheter de l'eau comme ça, alors que comme on dit, l'eau, c'est libre d'accès pour tout le monde. On la prend un peu pour acquis. Là. Surtout que la loi sur l'eau le mentionne. L'eau est un bien collectif, là. Ouais. C'est un bien commun. Okay. Fait que tout le monde devrait y avoir accès, normalement. Tout le monde devrait y avoir accès. OK. Mais là, c'est ça, c'est de voir est-ce qu'il faut payer pour y avoir accès. C'est peut-être pas mentionné dans la loi. Dans la loi, non. Pas dans la loi sur l'eau. Parce que si tu dois payer pour ton eau, là, t'as vraiment pas le choix. T'as vraiment pas le choix de payer. Puis là, tu deviens vulnérable aux personnes qui détiennent l'eau. Là, mais vulnérable ou, comment dire, poussé à limiter ta consommation d'eau. Ben là, ça dépend à quel point. Là. Non, parce qu'il y a des avantages. Après, là, c'est différent. C'est le compteur d'eau. Là, là on est dans le compteur d'eau. Ouais. Où là, effectivement, on doit payer notre consommation d'eau. Mais comme je dis, il y a des points positifs dans le sens où ça oblige à connaître notre consommation. Puis, on le voit, les pays pour lesquels il y a des compteurs d'eau, c'est sûr que les citoyens consomment moins d'eau. Là. On le voit, en France, c'est 150 litres d'eau par personne en moyenne, puis nous, c'est 250. Puis il y a aussi tout ce qui n'est pas compté, donc tout ce qui est fuite aussi. Si on compte les fuites, là, c'est sûr que la consommation par personne est beaucoup plus importante. Là. Ouais. Du coup, ça nous donne pas conscience aussi d'essayer de corriger, d'avoir moins de fuites aussi. Là. Puis quand on parle de fuites, c'est des fuites qui arrivent à quel niveau? Au niveau des aqueducs, par exemple, il y a des pertes d'eau. OK, c'est vrai, puis ça, on y passe pas, c'est caché, on ne le voit pas, mais il y a la stratégie québécoise de l'eau quand même. OK. C'est 2019-2025, c'est bientôt. C'est gouvernemental. Ouais. Puis ça fait en sorte que les municipalités ont quand même une obligation de baisser la consommation d'eau. OK. Qui fait qu'il y a quand même des procédés qui sont mis en place dans la municipalité pour qu'ils consomment moins d'eau. Donc, au niveau des fuites, par exemple, donc il y a eu un gros effort là, au niveau des fuites auprès des municipalités. Puis, on a sensibilisé beaucoup les citoyens aussi à diminuer leur consommation d'eau avec, par exemple, distribution des fameux diminution de débit là, qui fait que on pense avoir la même quantité d'eau qui sort, mais le débit est plus faible. Donc, c'est sûr qu'on consomme moins d'eau. Donc, il y a beaucoup de matériel comme ça qui ont été distribués auprès des citoyens. Donc, ça motive les municipalités à baisser la consommation d'eau, finalement, ce qui fait que... Grâce à des mesures gouvernementales. Oui, la stratégie québécoise de l'eau. Ce qu'ils n'ont pas à Rome, en Italie. À Rome, j'avais regardé, je pense que c'est la moitié de leur eau là, qui perdent dans des fuites. Là. Ah ouais. C'était énorme, puis t'as les fontaines qui roulent en temps plein non-stop parce que les tuyaux sont trop vieux. Donc là, ça viendrait contaminer l'eau. Donc l'eau coule comme ça. Puis, ouais. C'est assez impressionnant. Je connais pas l'Italie. Bon, bref, moi, je suis curieux. En tant que Québécois, est-ce qu'il y a des risques que demain matin, je manque d'eau dans mon robinet? Sur du long terme, ça se pourrait. Si on fait pas plus attention. Si on prend pas les mesures aujourd'hui, là, ça se pourrait. Puis ça serait pas toujours, ça serait pendant, mettons, 2 semaines, fin de l'été. Mais faut penser toujours cycle de l'eau. Hein. Faut pas penser au moment où on ouvre le robinet puis qu'on n'a plus d'eau. La gestion de l'eau, ça se fait sur un cycle de l'eau. Donc, faut pas. C'est pour ça que c'est sur du long terme et c'est pour ça que ça peut être compliqué à comprendre, mais
Puis tout le monde doit s'impliquer dedans, tu sais, que ce soit Dès en amont maintenant. des bassins versants, à gérer, tu sais, c'est l'aménagement du territoire, là. C'est vraiment les municipalités, les MRC, là, qui travaillent là-dessus, là, qui doivent gérer leur petit cycle de l'eau, de faire en sorte que, quand il y a des sécheresses, on puisse quand même avoir accès à de l'eau. Tu sais, on parle beaucoup des milieux humides actuellement avec la loi, mais protégeons ces milieux-là parce que ça nous permet de diminuer les risques en période de sécheresse. C'est quand même des milieux qui sont très, très importants pour ça, là. Puis, tu sais, la nature, elle est faite pour qu'il n'y ait pas de problème ni de sécheresse. Donc, utilisons la nature. Elle a tout là. pensé à ça, la nature, pense c'est à ça. ça, C'est ça. Fait que concrètement, la protéger des milieux humides, c'est justement de ne pas, mettons, déboiser des forêts pour faire un développement immobilier, de maintenir des parcs dans les zones urbaines. C'est ce genre d'éléments-là, par exemple? Les milieux naturels, oui. Puis c'est garder les milieux humides ou en créer d'autres aussi. Il y a des parties dans des bassins versants qui, je dis pas qui, au niveau de la production, mettons, là, qui valent pas grand-chose. Donc, faisons en sorte de garder ces milieux naturels-ci pour qu'ils aient leur rôle, justement, de biodiversité. En fait, c'est tout ce qui est biodiversité, écosystème, là, sont très importants. Ouais, on avait parlé dans notre épisode sur la biodiversité, justement, du rôle des milieux humides, mais on n'avait pas abordé l'eau. Donc, c'est intéressant. C'est un autre avantage que ça nous Ça revient apporte. souvent, les milieux humides, là, dans nos épisodes, là, au niveau des captations de gaz à effet de serre, au niveau de la C'est pas biodiversité. tous les milieux humides, par contre. OK. C'est certains types de milieux humides. OK. Mais c'est sûr que même s'il n'a pas la superbe fonction hydrologique que nous, on souhaite avoir, tout milieu humide est très intéressant au niveau biodiversité, là. Mais c'est vrai qu'il y a des milieux... C'est pas tous les milieux humides qui vont avoir cette capacité à stocker l'eau puis à pouvoir la régénérer. Il y a certains types de milieux humides, mais au niveau écosystème, etc., c'est un milieu humide, ça, de toute façon, sa place. C'est ça. Je crois qu'il y a une étude, ça, je ne me rappelle plus de retrouver cette étude-là, mais il me semblait que c'était dans un bassin versant, un bassin versant doit contenir minimalement 10% de sa superficie en milieu humide. Pour qu'on ait un bassin versant qui puisse fonctionner. Donc, un bassin versant, c'est pas juste, je sais pas, un lac, là, c'est tout ce qui l'entoure. Non, bassin versant, là, c'est une surface qui est délimitée par des parties hautes. En fait, c'est comme un entonnoir, finalement, un bassin versant, là. C'est toute la surface sur laquelle l'eau qui tombe dessus, elle est drainée vers les cours d'eau, puis vers son exutoire. Ah, c'est ça, OK. Donc, on travaille plus sur un cours d'eau avec juste les berges, là. Ouais. On travaille sur tout ce qui a un impact. C'est ça. C'est, mettons, tu te pars du Mont-Saint-Anne, là, puis tu t'en vas jusqu'à Stoneham. C'est ce gros cercle-là. Ça, c'est même... C'est le bassin versant du lac... Saint-Charles? Lac de l'Âge? Peut-être. Je disais n'importe quoi, c'est juste pour illustrer un peu c'est quoi la zone que ça pourrait avoir. On le voit avec la ville de Québec. Hein. Elle investit beaucoup dans son bassin versant pour que, au lieu de mettre beaucoup d'investissement dans le fait de traiter l'eau, elle se dit, OK, je vais aussi... New York a fait la même chose. Enfin, c'est New York qui l'a fait avant. Moi, je préfère, au lieu d'investir dans des grosses usines de traitement, moi, je préfère investir en amont dans le bassin versant pour diminuer la contamination de l'eau, puis quantité, qualité, les deux, pour que en aval, donc la ville de Québec est vraiment en aval, puis elle tire son eau de ce bassin versant-ci, qu'elle puisse avoir une eau de meilleure qualité, puis en quantité suffisante quand il va venir le temps des pénuries d'eau. Donc elle investit dans le bassin versant. Plutôt que dans les usines d'épuration. Ce qui est très logique. New York a fait la même chose. Elle a beaucoup travaillé avec le milieu agricole pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de contaminants qui aillent dans les cours d'eau. Donc, ils ont quand même investi dans de l'agro-environnement, qui fait qu'au bout du compte, New York est gagnant parce que du coup, elle aura moins dépensé d'argent pour... Dans ton traitement de l'eau. C'est ça. Donc, c'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure avec... Moi, je m'en fiche, je peux dessaler de l'eau, là. Mais à un moment donné, toute la technologie a des limites, là. Tu sais, il faut vraiment investir sur la nature, sur sa capacité à nous offrir une eau de qualité et de quantité. C'est ça aussi le message qu'il faut passer, là. Faut penser à la nature. Elle est capable de le faire. L'eau, normalement, une rivière est capable de s'auto-nettoyer, entre guillemets, là. Donc, il faut lui donner les moyens de le faire. Les organismes de bassin versant sont là aussi. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, ils ont un mandat de concerter les acteurs de l'eau, les usagers de l'eau, au sein
d'un processus de concertation qui est pour la majorité une table de concertation, où c'est là où tout se réfléchit et tout est pris en compte. C'est autour d'une table, là, une municipalité, elle, c'est sûr qu'elle a à gérer son eau, mais elle peut comprendre aussi qu'il y a aussi de l'agriculture, il y a de la foresterie, il y a ses citoyens. Le citoyen, lui, en étant autour de cette table-ci, comprendre aussi la réalité des municipalités qui ont un devoir de fournir de l'eau de bonne qualité à ses citoyens. Donc, à lui aussi de comprendre que, OK, je dois consommer moins d'eau parce que je sais que ma municipalité a ces enjeux-là. Donc, les OBV ont vraiment cette capacité à mettre autour d'une table différents types d'usagers, à leur donner de la bonne information, de quantité, de qualité. C'est des scientifiques souvent au sein des OBV, ils ont de l'expertise. Ils connaissent le bassin versant parce que dans leur mandat, ils ont quand même à élaborer un plan directeur de l'eau dans lequel il y a un portrait, il y a des enjeux, des orientations, des objectifs qui sont définis en concertation. Donc autour de la table, ils se donnent des objectifs en termes de qualité, de quantité d'eau, et un plan d'action. Donc, l'organisme de bassin versant est là aussi pour leur donner de la bonne information scientifique sur des faits. Comme je disais tout à l'heure, les OBV, ce n'est pas des organismes qui vont prendre forcément position sur quelque chose, mais ils vont plutôt être là pour donner la bonne information, pour que les bonnes décisions des municipalités et des MRC puissent être prises avec des faits. Et ça, c'est important aussi. Puis l'organisme de bassin versant n'est pas là non plus pour dire non, on peut pas faire, on peut pas faire on peut pas implanter de l'industrie ou quoi que ce soit. Il va plus être là pour dire c'est là où il y a le moins d'impact. Ça va être dans cette partie-là du bassin versant, si vous voulez, qu'il y ait moins d'impact. Donc, il est là pour aiguiller les prises de décision. Et ça, c'est important. Et c'est des prises de décision qui sont prises en connaissance des autres acteurs du milieu. Et ça, c'est ça de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Puis, c'est l'obligation de l'eau, c'est les MRC, les municipalités qui ont l'obligation de faire appliquer les règlements par rapport à ça. Mais l'eau, elle ne s'arrête pas par rapport à des frontières municipales. L'eau, c'est pour ça les intervenants se parlent. Là. Les intervenants, ils sont obligés de se parler parce qu'une municipalité qui prend des décisions sur un enjeu eau, c'est sûr que la municipalité qui est juste en aval, il y a un impact entre les deux municipalités. Donc, l'objectif, c'est qu'elle puisse travailler aussi en sachant quel impact elle va avoir sur la municipalité qui est plus en aval. Moi, c'est ça que je retiens. Les OBV, honnêtement, je savais c'était quoi, mais je le voyais un petit peu de haut. Je savais pas trop ça servait à quoi. Mais là, je respecte désormais les OBV puis je comprends. Oui, non, mais c'est ça. C'est des organismes de concertation qui, en même temps, ont un mandat donc défini par le ministère de l'Environnement, qui est inscrit dans la loi sur l'eau. Donc, ils ont vraiment un mandat aussi de mobiliser les acteurs de l'eau à passer à l'action. Et en même temps, ils se sont dotés aussi d'une expertise terrain. Donc, ils font aussi des actions terrain pour mettre en œuvre le fameux plan d'action du plan directeur de l'eau. Donc là, ils vont créer des partenariats justement avec les municipalités, les MRC, avec le milieu agricole, etc., pour faire en sorte qu'eux participent aussi à faire de l'action. Donc, ils caractérisent des milieux humides, ils plantent des arbres en bande riveraine, en milieu agricole. Donc ça, c'est leur capacité aussi à connaître les acteurs du milieu, donc c'est leurs partenaires, puis à travailler avec eux, puis les accompagner, les soutenir. Donc ça, c'est important aussi qu'il y ait quelqu'un sur le terrain qui soit là pour travailler avec les acteurs du milieu. Ça, c'est très important aussi. En finissant, j'aimerais ça remercier toutes les OBV, les municipalités, toutes les parties prenantes en réalité qui gèrent notre eau parce qu'ils sont super importantes. Puis c'est un peu des chevaliers de l'ombre, j'ai l'impression. Vraiment. On ne sait pas trop qu'ils existent, ils ne sont pas nécessairement reconnus, mais c'est eux qui assurent la ressource de l'eau à tout le monde, qui est la ressource la plus importante pour l'être humain, là, au final. Puis ceux qui s'impliquent au sein des organismes de bassin versant, souvent, c'est des bénévoles. Donc, il y a énormément de bénévoles. Moi, mon conseil d'administration à REBEQ, c'est des bénévoles que je remercie sincèrement. Donc, il y a beaucoup de bénévolat qui se fait et c'est ces personnes-là aussi qu'il faut remercier de participer, de faire valoir leur savoir, puis de faire en sorte qu'ils soient pris en compte aussi auprès des municipalités, des MRC dans leur prise de décision. Donc, oui, il y a beaucoup de monde qui œuvre
à l'ombre un petit peu dans toutes ces réflexions-là. Définitivement. Bon, ben, merci beaucoup, Karine. Merci. Merci beaucoup.